Be seated, vous vous asseoir. Maître Altine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Jennifer Naouri va compléter cette présentation. Nous le disions, dès les premiers jours de décembre 2010, des attaques sporadiques contre les membres des forces de l'ordre sont relevées dans certains quartiers d'Abidjan. Nous allons vous montrer un extrait et je tiens à vous avertir, certaines images que nous allons voir sont difficiles. Guillaume Soro. Le 15 décembre 2010, Guillaume Soro, qui était le Premier ministre de Laurent Gbagbo jusqu'aux élections, puis est devenu celui d'Alassane Ouattara après les élections, appelle de l'hôtel du Golfe, devant les mercenaires de son chef de guerre Ouattao, à une marche insurrectionnelle pour le lendemain, afin de se saisir de la radio-télévision ivoirienne. Il précise le faire à la demande d'Alassane Ouattara. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45-8 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Le lendemain, 16 décembre 2010, ce sont des centaines de mercenaires rebelles, basés à l'hôtel du Golfe, qui tentent de forcer le passage jusqu'à la résidence présidentielle située sur le chemin vers la RTI. Tous ces partisans sont là, comme vous pouvez l'entendre autour de moi. Tous les partisans sont là, ils sont très énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts. Juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Ces images ont été prises hier, jeudi 16 décembre, à l'hôtel du Golfe, par les envoyés spéciaux de TF1, une chaîne de télévision française. Le commentaire dit, entre autres, que des militaires pro-Gbagbo et pro-Alassane se sont affrontés et qu'il y aurait eu 11 morts. Ils ont pour mission de faire ensuite jonction avec des centaines d'autres combattants en civil, lourdement armés, qui, dissimulés parmi des manifestants venus du nord d'Abidjan, se dirigent eux aussi vers la RTI. Ces mercenaires en civil ont été infiltrés à Abobo dans le nord d'Abidjan dès avant les élections présidentielles de 2010. Dans les jours et les semaines qui suivent, les attaques armées contre les membres des forces de l'ordre ou contre des populations civiles considérées comme pro-Gbagbo se multiplient à Abidjan, notamment dans le quartier d'Abobo. Vitres brisées, plafonds décoiffés, murs mitraillés, voilà le décor qu'a pu observer la première dame de Côte d'Ivoire, Simone Yves Gbagbo, au commissariat du 14e arrondissement d'Abobo Centre, qui a été le 7 février dernier la cible d'individus lourdement armés qui avaient pour ambition d'éliminer les valeureux agents de police de ce commissariat. Des dizaines de milliers d'habitants, toutes ethnies confondues, sont contraints, en janvier et en février 2011, de fuir Abobo, commune d'Abidjan de plus d'1 million d'habitants, où les rebelles règnent en maître. Étant couché à la maison, ma maman m'a appelé, elle attend plutôt que
capitaine de la police a dit de quitter les lieux, de quitter Abobo. Parce que les rebelles sont positionnés partout à Bobo. Ça, c'est pas de la blague. Et la question même en cœur, on ne sait pas comment ils se sont arrangés. Ils sont rentrés à Bobo PK18 avec les armes. Ils sont vraiment positionnés à Bobo. Voilà pourquoi nous quittons à Bobo. Dans notre pays, on peut nous adresser dans notre pays, on est parti où? On ne peut pas partir quelque part. Ici, la PCJ, on est parti. On n'est pas parti. Pendant toute cette période, Laurent Gbagbo n'aura cessé de chercher une solution pacifique à la crise post-électorale, proposant par exemple le recomptage des voix, toujours refusé par Alassane Ouattara. Je dis que si il n'est pas d'accord, et ceux qui le soutiennent, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent dans un comité d'évaluation. On va regarder au plus près les résultats des élections. On va faire le recomptage. Le président français, Nicolas Sarkozy, lui non plus ne veut pas de solution de compromis. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Il pousse pour que la communauté internationale reconnaisse Alassane Ouattara comme président, envoyant ses ministres et diplomates tenter de convaincre leurs interlocuteurs que Laurent Gbagbo est responsable des incidents et qu'il devrait être poursuivi par la Cour pénale internationale. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. Les décisions stratégiques concernant la gestion de la crise ivoirienne sont prises à l'Élysée. L'ambassadeur de France, Simon, assurant sur place le suivi avec Alassane Ouattara. Les diplomates français font échec à toutes les tentatives de règlement du conflit par des voies pacifiques, notamment les tentatives de l'Union africaine ou celles du Vatican. Devant l'incapacité des mercenaires infiltrés à Bobo et des mercenaires installés à l'hôtel du Golfe de se saisir du pouvoir par la force, Nicolas Sarkozy doit se résoudre à faire appel à l'armée française pour détruire les positions de l'armée nationale ivoirienne. Problème, l'intervention française doit être autorisée par les Nations Unies. C'est pourquoi la diplomatie française, en mars 2011, lance une grande campagne et parviendra à faire adopter par le Conseil de sécurité la résolution 1975 autorisant le recours à la force. L'intervention militaire française va se faire sous couvert d'une offensive rebelle venant du nord du pays. Aussitôt cette résolution du Conseil de sécurité adoptée le 30 mars 2011, les troupes de mercenaires recrutées au début de l'année 2010, organisées par les services spéciaux français, déferlent du nord de la Côte d'Ivoire vers Abidjan. Les forces mercenaires rebelles sont précédées par l'armée française qui nettoie le terrain devant elles. Devant l'offensive, les forces gouvernementales, pour éviter les pertes civiles, se retirent à Abidjan sans combattre. Durant leur descente du nord vers le sud, les forces de mercenaires rebelles multiplient les attaques contre les civils et commettent de nombreux massacres. Dans la région de Djouékoué, par exemple, les massacres ethniques ont fait des centaines de morts et entraîné la fuite de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit d'une opération de nettoyage ethnique dont sont victimes les populations autochtones. Le quartier du Carrefour est aujourd'hui un village fantôme. Ici, les maisons ont été pillées avant d'être incendiées. Et des découvertes macabres ont lieu tous les jours. Un homme a été jeté dans ce puits. Un homme a été jeté dans ce puits. Dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. La responsabilité des forces pro-Ouattara n'est pas discutée dans ces massacres, qui pour beaucoup ont été documentés.
Ce sont les forces qu'on appelle désormais les forces républicaines qui sont dirigées par le Premier ministre Guillaume Soro, le Premier ministre d'Alassane Ouattara. Et on dit que ce sont ces forces qui sont directement impliquées dans le massacre de plusieurs villages, la mise à feu d'une dizaine de villages, des viols massifs, des crimes massifs donc, et qui sont très clairement imputés à ces forces fidèles à Alassane Ouattara. Dès leur arrivée à Abidjan, les mercenaires rebelles terrorisent la population. Tu es venu pour tuer. Ta mission, c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ces obstacles, Gbagbo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Dans le quartier de Yupungon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime, leur premier prisonnier. On t'a pas dit de ne pas parler encore. Tu veux dire quoi? On t'a pas dit de ne pas parler encore. Faut parler encore. Mais, même après avoir fait leur jonction avec les groupes rebelles actifs à Abidjan, les forces rebelles venant du nord se révèlent incapables de menacer les positions de l'armée gouvernementale. Ce sont alors les forces françaises qui attaquent les positions ivoiriennes. Comment il peut venir attaquer un camp comme ça, comme un pays? Une fois les positions d'armée ivoirienne réduites, l'armée française attaque la résidence du président Gbagbo. Pendant plusieurs jours, des soldats français postés dans la résidence de l'ambassadeur de France, mitoyenne de la résidence du président Gbagbo, tirent sur les militaires et les civils qui y ont trouvé refuge. Des témoins confirmeront aussi que les hélicoptères français ont tiré sur des jeunes gens non armés qui voulaient par leur présence protéger la résidence. Après que la résidence eut été bombardée par des hélicoptères français dans la nuit du 10 au 11 avril 2011, l'assaut final est lancé par les commandos français au matin du 11 avril. Mais ce sont clairement ces hélicoptères qui ont fait la différence. Depuis hier, ils pilonnent sans relâche le cœur et les alentours de la forteresse Gbagbo. Ce que l'on sait ce soir, c'est que ces tirs comme celui-ci au missile ont déclenché 2 très importants incendies. Réfugiée dans son bunker, la famille Gbagbo n'aurait eu d'autre choix que de périr, brûlée vive ou de sortir. Quand cette colonne de blindés français s'ébranle ce matin, elle prend bel et bien la direction de la résidence de Laurent Gbagbo. Sa mission est d'isoler les miliciens de l'ex-président quartier par quartier et de neutraliser leurs armes lourdes. Mais cela apporte de fait une aide précieuse aux combattants pro-Ouattara. Le nettoyage français semble avoir été efficace. Les pro-Ouattara comme ceux-ci peuvent alors enfin pénétrer seuls dans la résidence. Il faudra attendre 1h30 entre le début de l'attaque menée par les commandos français et le moment où les premiers véhicules des mercenaires rebelles, guidés à partir d'Abobo par des militaires français, parviennent aux abords de la résidence. On n'apparaît pas sur les vidéos. D'accord. Lorsque les rebelles atteignent la résidence, ils peuvent y entrer sans combat, puisque les derniers défenseurs s'étaient auparavant rendus aux commandos français. Malgré tout, nombreux seront les civils arrêtés dans la résidence qui seront battus et exécutés par les rebelles. L'épilogue survient 2 jours plus tard. Entre-temps, l'ONU et les forces françaises ont pris les choses en main. À l'annonce de la capture de Gbagbo, toutes les troupes qui n'y ont pas participé se ruent vers la résidence. Les canons français ont ouvert une brèche, mis le feu au bâtiment, forçant Gbagbo à la reddition. À l'intérieur, quelques traces de combat et des pièces livrées au pillage. L'heure n'est pas encore à la réconciliation. Il est mort, c'est un mercenaire.
Tu es mercenaire, tu es mort. On t'a baisé, toi. On t'a baisé, toi. Tu es mort. Même demain, je suis prêt. Tu es mort. Il n'y a rien en face. Les exactions des rebelles contre les civils continueront longtemps après la chute du président Gbagbo, poussant les populations, toujours plus nombreuses, à fuir le pays. Je vais voir mon Dieu. On est dans le site. Tout est brûlé. On ne sait même pas. Tout est parti sur le site. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une tank qui est restée. Provoquer les élections qui devaient aboutir au départ de M. Gbagbo. Tout ça a été programmé. Il y avait un but précis, virer Gbagbo. Il y avait une stratégie, adouber ses adversaires dès le départ. Et voilà, tout ça sous le contrôle d'une présence militaire française qui, bien entendu, n'a rien fait quand il s'agissait de sauver des gens. Però certamente ho un ricordo di una persona dal punto di vista umano notevolissima. D'altra parte anche una persona con questa profonda rispetto. Par ailleurs, c'est une personne qui respecte profondément la démocratie, qui a toujours respecté la démocratie. Il a toujours été passionné par les idéaux de la démocratie. Ce qui est extrêmement fâcheux, c'est la participation de la France dans ce conflit. C'est extrêmement fâcheux parce que, comme vous le savez, c'est une ancienne puissance coloniale. Elle est absolument inévitable. Bon, que l'ancienne puissance coloniale... Enfin, c'est fâcheux de voir l'ancienne puissance coloniale avoir recours à la force pour faire partir Laurent Gbagbo. Yes, merci, Monsieur le Président. C'est Madame Barouan qui va prendre la suite de cette présentation avec votre permission. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, depuis bientôt 5 ans, je lis et j'écoute l'accusation. Il m'importe, pour corriger l'image fausse que le procureur donne de mon pays, de vous présenter quelques aspects de la complicité ivoirienne, la vérité culturelle et historique, bien qu'une grande partie de la vérité historique ait commencé déjà à vous paraître par les présentations qui ont été faites. Toutefois, je m'en voudrais d'omettre de mon propos l'hommage aux vaillantes et courageuses populations de Côte d'Ivoire à la recherche toujours d'un rocher. Ces populations que le procureur pousse dans le retranchement de la division par son obsession à vous présenter une Côte d'Ivoire polarisée, camp contre camp, ennemi contre ennemi, comme si les Ivoiriens n'avaient pas assez souffert pour qu'on veuille encore les dresser les uns contre les autres.
Monsieur le Président, avec déférence, je m'incline devant toutes les victimes des crises armées de Côte d'Ivoire depuis 1999. Les populations de Côte d'Ivoire, celles au nom de qui, Monsieur le Président, vous allez rendre la justice, s'étonnent que depuis bientôt 5 ans, l'accusation qui a le devoir d'instruire le dossier en enquêtant à charge et à décharge, c'est-à-dire de la manière la plus complète et impartiale possible, ait choisi de distinguer entre les victimes et ignore les très nombreux drames subis par les populations quand ils ne vont pas dans le sens de la thèse du procureur. Rien sur les familles des gendarmes de Bouaké, hommes et femmes et enfants massacrés par les rebelles en octobre 2002. Rien sur les victimes du Grand Ouest, où des Ouais et autres Ivoiriens tombent année par année depuis 2002. Rien sur les populations du Nord, pays laissé à la merci des chefs de guerre de M. Alassane Ouattara. Ils ont ravagé le nord du pays pendant près de 10 ans, tuant, pillant, violant sans cesse. Tout à l'heure, on vous a donné une description qu'en faisait un responsable militaire français. Je me permets de vous rappeler qu'il y a bientôt 13 ans que la CPI est supposée se pencher sur la situation en Côte d'Ivoire. En effet, c'est depuis avril 2003 qu'elle est interpellée sur cette situation qu'on peut affirmer être l'un des premiers dossiers de la mise en œuvre du statut de Rome. Où était le procureur pendant tout ce temps? Et puis, en ce qui concerne la crise post-électorale, pourquoi avoir oublié les victimes d'Abobo RTI Antenne, les victimes de PK-18, les habitants du village d'Anakakouté, massacrés en mars 2011 par les combattants pro-Ouattara, infiltrés à Abidjan bien avant les élections présidentielles? Si l'on prend conscience de ces horreurs, on doit alors s'interroger sur ceux qui les ont commises, c'est-à-dire les combattants pro-Ouattara. L'on comprend alors que les forces de sécurité, loin d'attaquer les populations, étaient contraintes de les défendre. Pourquoi ne vous avoir pas dit qu'à la fin du mois de mars 2011, dans leur progression du nord au sud, les militaires et les mercenaires pro-Ouattara se sont rendus coupables de crimes abominables? On a encore en mémoire les massacres de Douekoué, lorsque des centaines de personnes, hommes et femmes et enfants, ont été assassinés dans des conditions atroces. On se souvient encore des massacres de Gagnoa et combien d'autres encore. Oubliez de vous dire qu'arrivés à Abidjan, ces militaires, mercenaires et dozos se sont livrés à un pillage en règle de la ville, ont commis des assassinats innombrables et se sont donnés à une campagne systématique de viol. Ces horreurs ont été commises sous l'autorité des mêmes chefs de guerre de M. Alassane Ouattara, dont la violence avait été dénoncée par les responsables militaires entre 2002 et 2010. Malheureusement, ce sont eux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, maintenir le silence sur les horreurs commises par les responsables du camp pro-Ouattara, comme maintenir le silence sur les tentatives d'installation au pouvoir par la force de M. Alassane Ouattara, je rappelle celle de 1993, puis de 1999 contre le président Bédié, celle de 2000 contre le président Gueye, celle de 2001 contre le président Gbagbo et celle qu'on connaît le plus, celle du 19 septembre 2002 qui a abouti à la partition du pays. On ne s'est pas arrêté en 2002. On a tenté en 2004. Et j'ai envie de dire que 2010 n'est pas différent.
Pour le procureur, donc, ces silences rendent nécessaire pour fonder son plan commun qui aurait débuté dès le début des années 2000 en peignant le président Laurent Gbagbo comme un despote. Or, si l'on comprend qu'année après année, pendant la décennie 2000, les soutiens de M. Alassane Ouattara avaient essayé de le placer au pouvoir par la force, alors on comprend l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et mieux encore la raison d'être de la crise post-électorale. D'où les silences du procureur, d'où la réécriture de l'histoire, d'où ce renversement stupéfiant auquel nous avons assisté. Le procureur vous dit qu'il y avait oppression de l'opposition politique au Sud, alors qu'en réalité, la liberté y était totale et l'opposition politique présente au gouvernement et associée à toutes les décisions. Il vous laisse entendre que tout allait bien au nord, alors que les populations y ont été terrorisées pendant 10 ans par les chefs de guerre de M. Alassane Ouattara. Vous voyez, la réalité est l'exact contraire de ce que dit le procureur. Et le procureur va encore plus loin, puisqu'il présente le conflit ivoirien comme un conflit ethnique, sud contre nord, chrétien contre musulman, bété et assimilé contre djoula. Il semble que l'opposition ethnique est tout ce qui lui reste pour tenter de faire tenir sa thèse. Honorable juge, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée en deux, bloc contre bloc. C'est une vision fausse et porteuse de danger que vous propose l'accusation. Une vision qui dresse les Ivoiriens les uns contre les autres. La Côte d'Ivoire, ce sont plus de 50 ethnies appartenant à 4 grands groupes culturels, mais ces groupes ne sont pas fermés. Leurs membres interagissent et des sous-groupes à l'intérieur des familles se forment à chaque instant. Ils donnent alors des métissages riches en humanité. Permettez-moi de vous parler de la Côte d'Ivoire, des cours communes et des voisins de quartier. L'habitat, tout au moins dans les villes, est organisé en Côte d'Ivoire autour d'une cour que se partagent différents foyers, la plupart d'origine et de confessions diverses, sans lien de parenté. C'est dans la cour que se discutent les affaires du quotidien. C'est par la cour et par les échanges qu'elle permet que chacun se considère comme membre de la famille de tous les autres. De ce fait, chacun est invité à venir arbitrer les litiges familiaux, appelé donc à venir laver le linge sale avec les membres biologiques. Depuis longtemps déjà, monsieur et honorable juge, et maintenant plus encore du fait du développement et de l'urbanisation, les Ivoiriens et d'autres Africains se sont côtoyés dans les villes, villages et hameaux et se sont mélangés et mariés entre eux. Il est désormais difficile de trouver une famille qui ne compte pas dans ses rangs les membres d'ethnies et de confessions différentes, des membres originaires d'autres pays et d'autres clients, d'autres continents. En Côte d'Ivoire, rien n'est réductible à l'ethnie. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre de personnes ont en commun des coutumes, une langue ou même des ancêtres communs qu'ils partagent nécessairement la même vision du monde.
Il en est ainsi aussi pour la religion, qui a certes un côté social, mais qui est surtout individuel, comme engagement d'un individu. Ce n'est pas parce que l'on fait partie d'un certain groupe culturel, d'une certaine ethnie ou même d'une famille particulière qu'on est nécessairement d'une certaine religion. En Côte d'Ivoire, les frontières religieuses ne regroupent pas toujours les frontières ethniques. Devant cette cour, j'ai déjà donné un exemple vivant de cette réalité. La famille à laquelle j'appartiens. Vous y trouverez des Burkinabés, des Baoulés, des Gourous, des Ouais, des Malinqués, des Bétés, des Maliens, des Guinéens, des Gabonais, des Camerounais, même des Allemands et des Belges. Il y a même un Chinois. Vous y trouverez des chrétiens, des musulmans, des fétichistes et même des bouddhistes. En ce qui me concerne, moi, je suis bété et malinquée à la fois. Je suis chrétienne, alors que mon père était musulman. Paix à son âme. Et même quand l'origine est commune, l'affiliation politique et le choix religieux restent personnels. Les Ivoiriens, comme tous les autres enfants d'Ève, sont des êtres humains dotés de libre arbitre. Dans une même famille, vous pouvez trouver des chrétiens, des musulmans, des militants de tel ou tel autre parti. Honorable juge, lorsqu'il s'agit de la réalité humaine, il faut éviter les caricatures comme celles que nous dessine le procureur dans cette affaire. Lorsqu'on touche aux affaires humaines, il n'y a pas de place pour la simplification, comme l'archétype du djoula musulman que le procureur oppose à l'envie aux bétés chrétiens. Le procureur sait-il que les bétés ne sont pas plus chrétiens que musulmans? Et je peux vous dire, parce qu'appartenant en partie à ce groupe, qui sont plutôt des animistes, les bétés. Le procureur sait-il que le vocable djoula ne couvre pas une ethnie particulière? Il a été employé pour les commerçants ambulants, donc il ne correspond à aucune réalité ethnique particulière. Vous pouvez être bété et djoula. Si vous êtes un commerçant, on vous appellera djoula. Quand le procureur oppose le nord musulman au sud chrétien, sait-il seulement que se trouvent plus de musulmans au sud qu'au nord? Il suffit de se promener rien qu'à Abidjan, d'y compter les mosquées pour comprendre que le nord musulman et le sud chrétien ne sont qu'une illusion d'optique. À la décharge du procureur, il lui faut construire des archétypes de manière ensuite à pouvoir les opposer les uns aux autres, parce qu'il en a besoin pour sa thèse. Mais alors seulement, il déforme la réalité ivoirienne, mais encore, et c'est ce qui est le plus révoltant, il nie l'humanité des Ivoiriens. En postulant que la solidarité ethnique entre membres d'un même groupe serait supérieure à tout engagement personnel, il nie l'humanité des membres de ce groupe ethnique, leur être individuel. Cette grille de lecture ethniciste est fausse, insultante et dangereuse. Je le redis, elle est totalement inadaptée à la compréhension du conflit. Elle est inacceptable. On rappelle que les populations du nord du pays ont été rançonnées, pillées, massacrées, terrorisées pendant 10 ans par des chefs de guerre de même ethnie. L'ethnie ne peut pas être la clé de compréhension.
Et c'est à raison que le juge Waden-Weininger, dans une autre affaire, notait: il est inapproprié de considérer en bloc des populations entières et d'attribuer des intentions criminelles collectives à tous leurs membres. Les individus ne sont pas prédestinés à agir ou à penser d'une certaine manière du simple fait qu'ils appartiennent à un certain groupe social ou ethnique. La référence ICC-04-04-01-04-07-3436-annexe tradition française, et ce sera au paragraphe 258. Si l'on examine de près la réalité ivoirienne, on s'aperçoit qu'à aucun moment l'ethnie n'a été un facteur explicatif. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous aurez à prendre en compte la complexité d'une situation que le procureur a voulu vous présenter sous un prisme binaire inadapté. Il vous faudra rendre l'humanité aux Ivoiriens et ne pas les considérer comme de simples clones, des duplicata d'archétypes ethniques. Ce sera à vous d'écarter les clichés et approximations dont l'accusation a nourri sa présentation. Alors, la réalité historique vous apparaîtra. Monsieur le Président, s'étant rendu compte, après la phase préliminaire, de l'impossibilité où il se trouvait de prouver sans conteste la conception d'un soi-disant plan commun en 2010, le procureur a changé d'approche et nous offre désormais de nouvelles versions de sa thèse. Aujourd'hui, c'est la volonté du président Gbagbo de se maintenir au pouvoir à tout prix qui s'est manifestée très tôt, dès son élection en octobre 2000. Il tente donc de prouver qu'il aurait existé un plan commun en 2010 en repoussant la conception au début des années 2000. Pour lui, c'est la réalité du plan commun manifestée dès les débuts des années 2000 qui prouverait la volonté de ne pas respecter les résultats de l'élection de 2010. Ainsi, le procureur, pour prouver l'existence d'un plan commun en 2010, renvoie les sceptiques à une démonstration qui porte sur le début des années 2000 et non plus 2010. Alors il y a problème. Et nous en relevons déjà deux. Le premier, en 2010, le procureur tenait au juge un discours exactement contraire, car il disait « En 3 jours, le pays a été transformé et est passé d'un exercice en démocratie, 80% des inscrits participent au scrutin, à une situation de division et de haine au cours de laquelle des centaines de civils ont été les victimes d'une violence généralisée. » Le second problème est qu'il n'existe en fait aucun élément au soutien de ces allégations. Pourquoi? Puisque tous les efforts du procureur ont porté depuis les débuts de l'audience de confirmation de charges sur la période 2010-2011 pour un plan conçu depuis 2002. Et à l'appui de sa nouvelle thèse, il se croit obligé de construire un portrait sans nuance et uniquement à charge du président Gbagbo, puisque dès son élection,
il n'aurait eu qu'un but, confisquer le pouvoir. Il faut brosser alors le portrait d'un homme adversaire de la démocratie. Il faut peindre le président Gbagbo sous des couleurs très sombres. C'est à la seule condition de faire de Laurent Gbagbo un despote que le procureur peut construire une argumentation qui revient à dire que les prémices de la crise de 2010 étaient présentes dès l'élection du président Gbagbo en 2000 et que la période qui s'étend de 2000 à 2010 constitue en quelque sorte une introduction à la crise de 2010. Quelle serait alors une période de violence de basse intensité dont se seraient rendus responsables les soutiens du président Gbagbo. Pour le procureur, le président Gbagbo était illégitime dès ses débuts. Mais alors, qu'en est-il du respect de la volonté des Ivoiriens? Plus le procureur tente de donner des explications, plus il s'enfonce dans des contradictions et des déformations de l'histoire. Conclusion, son récit est faux. Le président Gbagbo n'est pas un despote. C'est un démocrate qui, toute sa vie, aura lutté pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. On vous l'a déjà dit, pour ses idées, il a subi prison et exil. Pour ses convictions, il a souffert, mais il n'a jamais transigé. Que le président Laurent Gbagbo soit une figure historique n'est plus à établir. Il est connu comme promoteur du multipartisme en Côte d'Ivoire. On le sait, démocrate sincère, habité par une vision de ce que devrait être l'État. Un démocrate persuadé que l'avenir de la Côte d'Ivoire passe par une véritable démocratie pour le renforcement des institutions et l'établissement de la règle de droit. C'est cet homme qui a refusé toutes les propositions de récupération, tous les arrangements clandestins, même au prix de sa liberté, qui est dépeint par le procureur comme un despote en puissance, uniquement par le goût du pouvoir. Cet homme a toujours refusé l'ostracisme. Il s'est battu en 1995 pour que M. Alassane Ouattara puisse participer à l'élection présidentielle. En 2010, il a pris des mesures exceptionnelles pour permettre à certains candidats, dont M. Alassane Ouattara et M. Henri Konan Bédié, pour leur permettre de se présenter aux élections de 2010. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, comme Florentin Prunier, le héros de la ballade de Georges Duhamel, le président Laurent Gbagbo a résisté pendant de longues années à tous ceux qui voulaient le démembrement de la Côte d'Ivoire et qui voulaient s'accaparer de ses richesses. Pendant de longues années, il a tenté de manière toujours pacifique de parvenir à la réunification du pays pour donner à ce pays si fragile un avenir. Pour ce faire, il a ouvert le gouvernement, à l'exemple de nos cours communes, à tout ce que la Côte d'Ivoire comptait de sensibilité.